Bonjour à tous, nous sommes le lundi 29 décembre et pour le grand retour du journal TMF, je vais commencer avec une news où je vais mettre mon opinion très tranchée sur la table. Pour moi, Claude Puel va sauver l'OGC Nice, ou tout du moins, il va être perçu comme tel et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on ira du côté de l'Italie avec Nkunku qui a ouvert ses compteurs du côté de la Serie A. On ira ensuite à la Coupe d'Afrique des Nations avec deux sujets, une petite polémique autour de Pierre-Emerick Aubameyang, de son pays, de son club, et puis on débriefera le match de l'Algérie. Et enfin on terminera par une news qui n'est pas très heureuse, qui n'est pas non plus de première fraîcheur, mais je me devais quand même d'en parler, ça me semblait important. Je parle évidemment de l'hommage à Jean-Louis Gasset qui nous a malheureusement quittés. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Puel est-il le bon choix pour sauver l'OGC Nice? En tout cas de mon côté, je considère que le timing est fabuleux pour le nouvel entraîneur du club. En fait, quand vous êtes en train de couler dans une piscine, il y a un moment où vous atteignez le fond. Et une fois que vous êtes dans le fond, vous pouvez vous propulser sur le sol pour remonter à la surface. Je considère que Nice actuellement, c'est ça. Ils ont tellement coulé en Ligue 1, ils ont tellement une série de défaites absolument absurdes si on accepte le match de Coupe de France face à Saint-Etienne, que tu peux que faire mieux. Et dans ce contexte, Claude Puel, il arrive dans un club qu'il faut sauver de la relégation, sauf qu'évidemment Nice sur le papier ils ont un effectif bien plus qualitatif que les autres clubs qui luttent pour rester en Ligue 1. Tu vas également avoir quelques moyens qui vont être investis au cours du mercato hivernal, même si le projet niçois aujourd'hui est extrêmement brumeux et tu sais pas trop où ils vont. Donc en fait Claude Puel il arrive au moment où il peut que redresser le club, donc j'estime qu'il va être perçu comme le sauveur à moindre frais, parce que beaucoup d'entraîneurs auraient pu redresser Nice, dont Francaise qui finalement a été remercié par River, mais on a quand même l'impression que l'ancien entraîneur de Lens a rejoint un club où il espérait un autre projet que ce qu'il connaît depuis qu'il est arrivé, donc finalement c'est un mal pour un bien. Alors Claude Puel c'est quand même pas n'importe qui, certes ça faisait 4 ans qu'il avait pas de banc, certes on annonçait qu'il voulait davantage une sélection, c'est ce qu'avance le journal L'Équipe, alors qu'en club c'est un peu plus éprouvant, il a quand même 64 ans, mais finalement c'est un mec qui connaît très bien Nice, c'est un mec qui connaît très bien la Ligue 1, c'est un entraîneur qui avait quand même une petite cote à une époque, faut pas oublier qu'il y a eu une expérience internationale en Angleterre, tout s'est pas parfaitement passé bien évidemment, mais peu de coachs français peuvent s'en targuer, donc finalement c'est un choix qui connaît bien le contexte, qui va pouvoir être rapidement opérationnel, qui arrive dans un club où il peut que faire mieux. Moi je suis persuadé que ça va bien se passer. Enfin bien se passer, je vous dis pas que Nice va forcément décrocher l'Europe, très loin de là, mais encore une fois t'es descendu tellement bas que tu peux que remonter. C'est bon, Nkunku a enfin marqué en Serie A, 2 buts dont un penalty face à Verona, et il était temps parce que le Français commençait à avoir des attentes et une petite pression qui pesait sur ses épaules. Pour cause, il a quand même été transféré pour 37 millions d'euros cet été, c'est pas un achat anodin, même si c'était sous sa valorisation, et que moi je considère que c'est plutôt un bon coup, et que le Milan a plutôt bénéficié du fait que du côté de Chelsea, le joueur était dans une impasse, que le club avait beaucoup de joueurs et que finalement il fallait évacuer une valorisation avant qu'elle s'effondre totalement. Sauf que voilà, depuis le début de saison, Nkunku il joue, mais il n'est pas toujours à la hauteur des attentes. Si on regarde ses statistiques qui viennent du site Datascout, on voit que sur ses 15 matchs, 8 titularisations, 3 buts, il n'est pas à la hauteur, il est décevant dans à peu près tous les secteurs. Jiménez blessé, Leao et Pulisic parfois absents, il a du temps de jeu, mais il l'aura pas éternellement s'il continue à être décevant, mais heureusement, les choses ont l'air de s'arranger. De toute façon, je rappelle un truc basique, on parle d'un joueur qui a 28 ans, qui a du talent, ça c'est universellement reconnu, mais qui a eu un passage à Chelsea compliqué à cause de la concurrence, à cause des blessures aussi forcément. Donc du côté du Milan, une fois qu'il aura bien réussi à s'intégrer dans l'équipe, il a sur le papier tout ce qu'il faut pour réussir. Moi la seule grande limite que je mets sur le papier, c'est sa compatibilité avec les exigences de jeu d'Allegri. Je me dis que Nkunku, le moment où il a le plus brillé, c'était dans une équipe très offensive de Bundesliga, et ça en termes de philosophie de football, c'est littéralement opposé à ce que veut proposer Allegri au cours de ces matchs. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais on peut dire que le Français redresse un peu la barre et que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Embrouille entre club et sélection, épisode 451, cette fois ça concerne le Gabon, l'Olympique de Marseille et Aubameyang. Pour rappel, l'attaquant gabonais s'était blessé avec Marseille juste avant le début de la CAN, il avait d'ailleurs été forfait pour le premier match de la compétition, sauf que désormais il a fait son retour sur les terrains, un retour
qui est assez peu apprécié du côté de l'Olympique de Marseille. On considère que le joueur n'a pas eu le temps d'effectuer une réathlétisation complète et que ce retour est finalement assez dangereux. Ça veut dire que très concrètement, du côté des dirigeants marseillais, on se dit qu'il va se péter parce qu'il joue trop rapidement, qu'il y a de trop grandes exigences. Sauf que voilà, du côté du Gabon, on estime en avoir besoin et le sélectionneur n'a pas mâché les mots. Regardez sa petite déclaration, ça vient d'un article du journal L'Équipe. On a tout simplement Mouyouma qui a déclaré que le staff avait validé son retour, qu'ils avaient besoin de lui et surtout qu'ils n'avaient pas besoin de l'autorisation d'un club pour utiliser un joueur qui défend les couleurs de leur pays. Enfin, plus précisément, il a parlé de joueurs nés dans leur pays, ce qui a causé quelques remarques parce que pour rappel, Aubameyang est né à Laval en France, mais ça finalement on s'en fout. On voit l'idée qu'il avait derrière sa déclaration. Aubameyang est un joueur gabonais, il est important pour le Gabon a besoin de lui, donc le Gabon le fait jouer, peu importe ce que veut Marseille. Et honnêtement, dans ces sujets, j'ai tendance à comprendre tout le monde. Je comprends le Gabon qui a besoin de faire jouer ce joueur, c'est un joueur important pour eux, Aubameyang peut apporter une grande plus-value, et en tant que Français, s'il y avait un joueur important pour l'équipe de France, je me serais dit qu'au cours d'une grande compétition, j'aurais envie de le faire jouer. Je comprends également l'Olympique de Marseille qui se dit, c'est bien gentil, sauf que c'est nous qui payons le joueur, et s'il revient en étant blessé pour toute la deuxième partie de saison, on est un peu comme des idiots. Reste que la grande leçon qu'on a à tirer là-dedans, c'est qu'il y a toujours des frictions entre les clubs et les nations. C'est un exemple parmi tant d'autres. On a eu du côté de l'Espagne, on a eu du côté de la France. Et puis, j'ai aussi l'impression que dans ces sujets, le joueur est entre papa et maman, le club et la sélection, et on parle de lui comme s'il n'avait pas son mot à dire, ce qui est assez hallucinant. Donc je souhaite bon courage à Aubameyang pour son retour, j'espère qu'il va performer et qu'il va pas se blesser, mais en tout cas, c'est un sujet de tension, vous l'avez compris. Est-ce que l'Algérie va enfin être à la hauteur dans la CAN? En tout cas, ça se présente pas trop mal pour cette édition. 2 matchs, 2 victoires, dont la dernière dont vous voyez le score, face au Burkina Faso, 1-0. Ça te permet une qualification pour les tours suivants et de faire reposer tes cadres. Voici les compos qui étaient alignés. Et but sur penalty de Mahrez, 3e réalisation, meilleur buteur de la compétition. Ça l'a pas empêché de sortir en cours de match, mais finalement, c'est un joueur que je trouve plutôt intéressant. Il y avait des grandes critiques sur sa forme, sur son poids, et je trouve que depuis le début de la compétition, il a plutôt tendance à rassurer, même s'il n'est pas considéré comme un monstre sacré auquel il ne faut pas toucher. Du côté de l'Algérie, j'ai également beaucoup apprécié le match de Lucas Zidane dans les cages. Il a notamment eu l'occasion de briller à la fin de la rencontre, et plus globalement, la défense algérienne était intéressante. Et fallait se reposer sur la défense, parce que les statistiques de la rencontre vous montrent que c'était loin d'être une très grosse domination algérienne. T'as pas contrôlé le match de A à Z, la possession était disputée, t'as subi davantage de tirs, mais qu'importe, t'es enfin à la hauteur de la CAN, tu vas pas te faire sortir trop rapidement. L'Algérie, c'est quand même une très grande nation de football, on les attendait au cours de cette compétition. La première étape est validée, j'ai envie de dire qu'on va déjà prendre les choses les unes après les autres, qu'on va se contenter de ça, et puis sur le fond de jeu et sur l'impression de puissance qui peut se dégager de la sélection algérienne, on se donne rendez-vous dans un second temps. Peu de noms étaient aussi respectés dans le football français que celui de Jean-Louis Gasset. Il suffit de regarder la pluie d'hommages qu'il y a eu depuis qu'il nous a quittés pour s'en rendre compte. C'est un entraîneur extrêmement important de l'Hexagone qui nous quitte à l'âge de 72 ans. Alors les plus anciens d'entre nous ont peut-être connu Jean-Louis Gasset en tant que joueur à Montpellier, où il a disputé 10 ans de football de très haut niveau, mais même pour les plus jeunes qui l'ont pas connu à cette époque, ça permet de lier l'entraîneur à Montpellier. C'est une des figures du club, il a entraîné ce club, il a défendu ses couleurs en tant que joueur, et finalement, Jean-Louis Gasset, c'est quand même un CV particulièrement impressionnant. Il a entraîné les clubs historiques de notre football français, Bordeaux, Saint-Étienne, l'Olympique de Marseille. Il est également connu par les plus jeunes pour avoir été le grand adjoint de Laurent Blanc. Il a été adjoint de Laurent Blanc, notamment durant la période Paris Saint-Germain, et il y avait beaucoup de blagues à l'époque sur le fait que Laurent Blanc déchargeait beaucoup de ses fonctions à Jean-Louis Gasset. Donc Jean-Louis Gasset était très responsabilisé, il a connu le football de très très haut niveau. C'est également un homme qui a eu une expérience internationale en étant sélectionneur de la Côte d'Ivoire, et je le redis, un homme extrêmement respecté dans le milieu du football français. Il y a une phrase qui dit qu'à chaque fois que quelqu'un nous quitte, c'est une bibliothèque qui prend feu. Et bien avec Jean-Louis Gasset, c'est une bibliothèque footballistique qui était bien remplie, qui nous quitte. On aurait aimé le voir un peu plus sur les bancs, on aurait aimé entendre encore un peu parler de football. Dans tous les cas, mes pensées vont à ses proches.
Terminé pour le journal du jour, extrêmement compliqué de trancher le sujet sur lequel je vais aller cet après-midi, mais j'ai déjà pris ma décision. Au milieu de toutes les actualités que je n'ai pas pu commenter quand elles sont survenues, je vais parler d'un joueur dont j'ai beaucoup parlé dans le journal TMF, d'une arrivée au cours du mercato hivernal, d'un club de Ligue 1 dont j'ai pas parlé au cours de ma grosse vidéo qui faisait un peu le bilan de la première partie de saison de Ligue 1. J'avais dit aux supporters qui se plaignaient de la non-présence de ce club que j'en ferais rapidement une vidéo dédiée. Eh bien on le fera avec cette arrivée au cours du mercato hivernal. Je pense que vous avez deviné de qui je vais parler. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h. Kiffez bien votre journée, ça fait plaisir d'être de retour. Salut.